Bientôt 14 h, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur BFM TV, vous regardez l'après-info week-end. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce dimanche, Adrien Quatennens se met en retrait de sa fonction de coordinateur de la France Insoumise. Il est visé par une main courante pour violence sur son épouse. Dans un communiqué, il évoque 3 épisodes de dispute et présente ses excuses à sa femme. Réaction de soutien indéfectible de Jean-Luc Mélenchon. La figure de proue de la France Insoumise dénonce notamment une malveillance policière, un voyeurisme médiatique et va même jusqu'à saluer la dignité et le courage d'Adrien Quatennens. Le discours de rentrée de Marine Le Pen depuis le Cap d'Agde, ce sera à suivre sur BFM TV à partir de 14 h 55. Que faut-il en attendre? Quels sont les enjeux? Nous serons sur place avec Loïc Bessot. Et puis J-1 avant les obsèques de la reine Elisabeth II, nous vous ferons découvrir les coulisses des tout derniers préparatifs. Avant cette journée aussi historique qu'exceptionnelle, nous retrouverons Clémence Dibou en direct de Londres et nous détaillerons le programme de la journée de demain. À la une de l'actualité, donc, cette annonce d'Adrien Quatennens ce dimanche. Le député La France Insoumise annonce se mettre en retrait de sa fonction de coordinateur de la France Insoumise. On rappelle que ce dernier est visé par une main courante pour violence déposée par son épouse Céline début septembre. On voit ça avec Corentin Ledrian. C'est dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux qu'Adrien Quatennens a annoncé qu'il se mettait en retrait de ses fonctions de dirigeant au sein de la France Insoumise. Parce que je suis responsable politiquement et que je tiens à l'exemplarité à laquelle je veux m'assigner et qui a toujours été ma ligne de conduite, j'en tire les conséquences politiques. Je me mets en retrait de ma fonction de coordinateur pour protéger le mouvement, ses militants et toutes celles et ceux qui comptent beaucoup sur moi. Cette décision intervient 5 jours après la publication dans le Canard enchaîné d'un article informant du dépôt d'une main courante par l'épouse du parlementaire à son encontre. Dans son communiqué, Adrien Quatennens reconnaît des tensions au sein de son couple dans le cadre d'un divorce en cours. Le député explique notamment avoir saisi le poignet de son épouse, lui avoir pris son téléphone. Il mentionne également lui avoir donné une gifle il y a 1 an. Je l'ai donné alors que cela ne me ressemble pas et cela ne s'est jamais reproduit. J'ai profondément regretté ce geste et je m'en suis alors beaucoup excusé. Je ne suis pas un homme violent. Adrien Quatennens se dit à la disposition de la justice si celle-ci souhaite l'entendre sur les faits et condamne l'instrumentalisation politique de sa vie privée. Et on parle de cette actualité avec nos invités et nos journalistes en plateau. Bonjour Christophe Barbier, bonjour Benjamin Morel, bonjour. Également avec nous, maître de conférence à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, Alexis Cuvillier du service police-justice de BFM TV et Vincent Mantigam du service police-justice BFM TV. Tout d'abord, Alexis Cuvillier, donc cette affaire qui sort au grand jour et donc ce communiqué aujourd'hui d'Adrien Quatennens pour faire taire peut-être les mauvaises langues, en tout cas pour assumer et surtout donc déclarer ce retrait de sa fonction de coordinateur de la France Insoumise. Et Adrien Quatennens, il reconnaît tout de même certains faits de violence dans le cadre de cette séparation avec sa femme. Ce communiqué d'Adrien Quatennens, il était devenu assez inévitable pour le député, puisque ça faisait plusieurs jours que, notamment au sein de la NUPES, les autres forces politiques qui cohabitent avec la France Insoumise estimaient que ce silence du mouvement de Jean-Luc Mélenchon était assez incompréhensible. En effet, ce communiqué qui revient assez longuement, c'est un long communiqué, 2 pages, qui revient assez longuement sur les accusations qui sont portées contre lui, sur cette main courante de son épouse avec laquelle il explique avoir une procédure de divorce, en tout cas entamer une discussion autour d'un divorce, une discussion qui est tendue, et puis en effet la reconnaissance de plusieurs actes de violence, et notamment cet épisode qui daterait d'il y a 1 an, selon le député du Nord. Il aurait donné une gifle à son épouse Céline dans un contexte, je cite, d'extrême tension et d'agressivité mutuelle. Voilà pour les mots qui sont prononcés par Adrien Quatennens. Beaucoup d'interrogations maintenant sur ce qui va se passer pour cet homme politique de 32 ans qui était souvent présenté au sein de LFI comme un possible successeur de Jean-Luc Mélenchon. Christophe Barbier, il ne pouvait faire autrement, Adrien Quatennens? Oui, bien sûr, il était contraint à cette explication. Il a raison d'ailleurs de le faire en détail, de donner sa version des faits.
faits. Et simplement, qu'est-ce que ça veut dire de se mettre en retrait par rapport à quelqu'un qui a aussi des fonctions parlementaires? Ça va rouvrir un double débat. Le débat sur l'intrusion dans la vie privée des hommes et des femmes politiques au nom d'une transparence, puisque là on va très très loin dans le détail de ce qui s'est passé dans ce couple, et de l'autre, quand un homme ou une femme politique est entraîné dans ce genre de situation, que doit-il en être de ses responsabilités? Nous avons eu il y a quelques mois l'exemple d'un candidat LREM à la députation, Jérôme Perra, qui lui-même avait été pris dans des violences conjugales, il avait été condamné, sa compagne également pour harcèlement, l'affaire était close, c'était derrière eux, et néanmoins quand il s'est présenté, les oppositions ont fortement critiqué cette candidature, et le scandale l'a obligé à retirer sa candidature, comme s'il n'avait plus le droit de solliciter les suffrages des Français. Donc on voit bien que l'interprétation politique est extrêmement compliquée. Dernier élément à prendre en compte, c'est ce qui se passe en effet au sein de la France Insoumise, un jeu de pouvoir dans un après-Mélenchon qui a pas vraiment commencé, tout en commençant un petit peu, et un Jean-Luc Mélenchon qui a rendu un vibrant hommage aujourd'hui à Adrien Quatennens, en faisant un peu l'impasse sur les faits. Il a aussi agrémenté ça, et c'est important, de 2 commentaires, le voyeurisme médiatique et la malveillance policière. Pourquoi dit-il malveillance policière? Parce que cette main courante ne devait pas aller plus loin, à la demande même de l'épouse d'Adrien Quatennens, que le parquet a été saisi, et il y voit, Jean-Luc Mélenchon, une action politique de la police. Ça aussi, ça va susciter beaucoup de commentaires. Justement, Christophe, vous évoquiez les faits, on va y revenir avec vous, Vincent Vantighem. Qu'est-ce qui a été justement reproché à Adrien Quatennens dans cette main courante qui a été déposée par sa femme? En fait, c'est l'histoire d'un divorce qui se passe mal et d'un couple qui explose au retour des vacances, puisque toute cette affaire débute véritablement le 29 août, quand le couple Céline et Adrien Quatennens rentre de vacances. C'est visiblement à cette date que Céline Quatennens annonce à son époux sa volonté de vouloir divorcer. Et ce jour-là, il y a un premier épisode de violence, c'est-à-dire qu'il lui serre le poignet, il le reconnaît lui-même dans le communiqué. C'est un élément qui figure dans la main courante, parce qu'après le 29 août, il y a l'épisode du 2 septembre, un nouvel épisode de violence où le député annonce avoir pris le téléphone de son épouse. S'en est suivi une dispute au cours de laquelle elle est blessée. Et donc, c'est ce qui l'a conduit finalement le 7 septembre, mercredi 7 septembre, à se rendre au commissariat central de Lille pour déposer une main courante. C'est un commissariat qui dispose d'ailleurs d'un groupe spécial dédié aux violences conjugales. Elle dépose cette main courante et en même temps, elle fait état immédiatement de sa volonté que cela n'engage pas de poursuite judiciaire et que cela ne fuite pas dans la presse. Mais le 13 septembre, mardi dernier, un tweet du Canard enchaîné dit « Voilà, nous allons sortir un article sur une main courante visant Adrien Quatennens » et ça force le couple à publier un premier communiqué appelant au respect de leur vie privée. On le voit, ça n'a pas suffi à éteindre l'affaire, puisqu'on l'a dit, Christophe l'a dit à juste titre, Alexis aussi, toute la semaine, il y a eu une forme de pression sur Adrien Quatennens et la France Insoumise pour prendre position dans ce débat, ce qui explique donc ce communiqué aujourd'hui. Il y a donc 2 éléments aujourd'hui, cette mise en retrait d'Adrien Quatennens et puis, Christophe Barbier l'évoquait à l'instant, ce tweet polémique de Jean-Luc Mélenchon. On va le lire, on va l'analyser, le décrypter avec vous. Messieurs, voici ce que dit Jean-Luc Mélenchon. La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection. Benjamin Morel, quelle est votre réaction à propos de ce tweet? On rappelle qu'Adrien Quatennens a reconnu avoir été violent envers son épouse, l'ayant notamment giflé. Ce tweet, aujourd'hui, polémique, ça fait réagir. Oui, c'est pas tout à fait la première fois que Jean-Luc Mélenchon adopte une telle position. Souvenez-vous de l'affaire Tabouaf, etc. Toutes choses égales par ailleurs, évidemment, on est sur des affaires extrêmement différentes. Mais à l'époque, ce que disait Jean-Luc Mélenchon, c'est que, grosso modo, ce type d'affaires est fondamentalement délicate. Tout bêtement parce que vous avez d'un côté la présomption d'innocence, vous avez le respect de la vie privée, et de l'autre côté, vous avez les impératifs qui sont ceux d'une formation politique. En réalité, il y a 2 débats et 2 réflexions à avoir. Que doit faire une formation politique face à de tels événements ? Aujourd'hui, pour une formation politique, d'autant plus lorsqu'elle se prête au jeu de donner des leçons sur ce sujet-là aux autres formations politiques, à l'ensemble du champ politique, eh bien, l'absence de réaction est impossible. Mais vous avez également une contrainte institutionnelle. Aujourd'hui, si jamais on a des processus qui permettent de rendre plus difficile, notamment la mise en place d'une responsabilité pour les femmes et les hommes politiques, c'est pour une question de stabilité institutionnelle. Si à la moindre main courante, si à la moindre plainte, on devait avoir des démissions de députés, de ministres, etc., la réalité, c'est que la stabilité globale de nos institutions ne serait pas viable. Et donc, entre d'un côté
ce monde politique que l'on veut pour des raisons de stabilité institutionnelle protégée, et de l'autre côté, les nécessités partisanes qui impliquent de réagir extrêmement vite face à ce type de fait, vous avez des forces politiques qui doivent, de manière relativement délicate, tranchée. Et ça, évidemment, pour Jean-Luc Mélenchon, comme pour tous les leaders politiques aujourd'hui, c'est relativement complexe, surtout, bien évidemment, quand vous avez ensuite des facteurs personnels qui peuvent jouer. Situation complexe également, Alexis Cuvillier, pour Mathilde Panot, qui elle aussi a pris position, donc, et qui a que cette décision, qui dit avoir échangé préalablement avec Adrien Quatennens sur ce retrait. Oui, c'est ce qu'on commence à comprendre, c'est-à-dire que de l'avis aussi de plusieurs personnalités du groupe en off, notamment c'est des informations d'Anthony Lebos qui suit la France Insoumise pour BFM TV, il y avait plusieurs cadres qui disaient à Adrien Quatennens que cette issue d'aujourd'hui, issue provisoire peut-être, mais en tout cas qu'il était nécessaire qu'il y ait cette mise en retrait, et visiblement ça n'a pas donné lieu à beaucoup de résistance de sa part, c'est-à-dire que le député du Nord avait bien compris que sa situation était à ce stade relativement intenable. Ce qui est en effet intéressant chez Mathilde Panot, c'est qu'elle a une position très équilibrée, trop équilibrée certainement, diront certains commentaires. Nous ne pensons pas qu'un homme, même s'il a commis à un moment un acte de violence, est un homme qui est violent à vie, dit Mathilde Panot, que ce serait naturel. C'est aussi ça, la lutte contre les violences. Bon, voilà pour cette déclaration un peu ambiguë. Une façon peut-être aussi de ne pas trop insulter l'avenir, puisque c'est vrai qu'on le disait, Adrien Quatennens suscite des espoirs dans sa famille politique, même si à ce stade, Mathilde Panot a refusé de préciser, Christophe en parlait tout à l'heure, les autres conséquences. C'est-à-dire que là, il y a une mise en retrait de son parti. Qu'en sera-t-il du côté du groupe à l'Assemblée nationale? Elle n'est pas rentrée dans ce détail, Mathilde Panot. Christophe? Cette explication de Mathilde Panot, cette manière de partager les choses, c'est exactement ce que Stanislas Guérini, alors patron de La République En Marche, avait dit de Jérôme Perra. Il y a eu des violences, mais ce n'est pas un homme violent. Et donc on voit bien la difficulté des politiques, quand ça touche leur camp, à trouver le juste milieu entre la présomption d'innocence, le jugement global sur un individu et les faits. Et puis il y a de la part de la France Insoumise, c'est pas tant dans la tactique de Jean-Luc Mélenchon, la volonté de toujours faire diversion, de créer une affaire dans l'affaire. Donc l'affaire pour Jean-Luc Mélenchon, ce n'est plus l'affaire du couple Quatennens, c'est la malveillance policière. Pourquoi ces policiers ont fait sortir l'info et ont fait remonter au parquet? Il essaye de créer un autre incendie politique pour qu'on ne parle plus de ce qui s'est passé, mais de ce qui s'est passé ensuite. Mais il y a un point important quand même, c'est qu'aujourd'hui, Adrien Quatennens reconnaît avoir donné une gifle à sa femme. Ça, c'est un élément important. Oui, bien sûr, très important. Il en donne même un détail de ce qui s'est passé, c'est sa version. Et on peut le comprendre, à partir du moment où la main courante, c'est-à-dire la version de son épouse, est dans le domaine public, par la fuite dans la presse, eh bien lui fait un communiqué où il explique ce qu'il aurait mis, si j'ose dire, dans une main courante qu'il aurait signée lui-même. Au moins de ce côté-là, les choses sont claires. Et c'est en effet assez moderne et assez courageux de sa part de procéder ainsi et de ne pas s'abriter derrière quoi que ce soit. Ce qu'il faut espérer, c'est que si suite judiciaire il doit y avoir, que ça aille très vite et que la vie politique de cet homme important puisse reprendre s'il est blanchi par la justice. A priori, peut-être pas encore de suite judiciaire. C'est ce que déclare dans un communiqué l'avocate d'Adrien Quatennens, Vincent Ventighem, qui revient sur le courage de son client, dit-elle, d'avoir publiquement reconnu les faits et qui rappelle le principe de présomption d'innocence aussi d'Adrien Quatennens. Évidemment, parce qu'au-delà du communiqué, même s'il reconnaît les faits, aujourd'hui, Adrien Quatennens reste présumé innocent aux yeux de la justice. On le sait, cette main courante a été transmise au parquet de Lille, le parquet qui a été avisé. Alors pour l'instant, le parquet refuse de s'exprimer sur cette affaire, de donner le moindre commentaire, mais on imagine et on sait qu'une enquête a été ouverte. On sait que les choses vont relativement vite, même s'il y aura beaucoup d'investigations, puisqu'on le voit, il parle de harcèlement téléphonique, il évoque certains faits, donc il va y avoir des auditions, des investigations qui vont être menées sur tout ça. Le communiqué de Jade Doucelin, l'avocate d'Adrien Quatennens, consiste aussi à dire oui, tout ça éclate sur la place publique, mais il y a aussi le temps judiciaire. Il va y avoir une enquête, on verra ce que ça donnera. Et puis, mon client reste présumé innocent. Elle dit aussi quelque chose qui est très important dans ce communiqué, c'est le dernier paragraphe, puisqu'elle explique que cette main courante a été transmise au parquet. On sait qu'il y a une espèce de flou dans les commissariats et au niveau de la justice autour de cette question aujourd'hui. Et elle appelle de ses voeux le fait que chaque main courante donne aujourd'hui lieu à une enquête. Elle estime que c'est une bonne chose pour les victimes et il faut aussi le reconnaître. Merci beaucoup Vincent. On note également cette prise de position de Sandrine Rousseau qui, elle, appelle Adrien Quatennens à se mettre en retrait de toute parole publique et pas seulement donc, de sa fonction de coordinateur du parti. On reviendra bien sûr sur ces éléments du jour. Donc la mise en retrait d'Adrien Quatennens, le tweet polémique de Jean-Luc Mélenchon.
Mélenchon. L'actualité, c'est aussi ce discours de rentrée de Marine Le Pen au Cap d'Agde, dans l'Hérault. Ce sera aux alentours de 14h55 à suivre en direct, bien sûr, sur BFM TV. Loïc Besson, vous êtes sur place. Loïc, que faut-il attendre de ce discours de Marine Le Pen ? L'alternance, c'est nous. Voilà le nouveau slogan que va lancer Marine Le Pen selon nos informations. Discours à la tonalité optimiste, car contrairement à ce que disent certains, le pays n'est pas mort, martèle Marine Le Pen. Discours développé en 3 points. D'abord, pour tirer les leçons des dernières séquences électorales grâce au vote. Le gouvernement n'a pas de majorité absolue. Une faille qui n'a vocation qu'à s'élargir, va insister Marine Le Pen. Les Français ont pris conscience qu'on peut le battre, estime-t-elle, en se projetant vers 2027. Ce grand groupe de députés, c'est ce qui nous manquait, ces visages dans lesquels les Français peuvent se projeter pour gouverner. Et ça change tout. Je cite Marine Le Pen, qui tapera bien sûr aussi sur la politique du gouvernement en matière d'énergie, de sécurité, d'immigration. Tout nous donne raison, martèle-t-elle, avec la menace même d'une motion de censure, y compris votée avec la gauche, si le gouvernement a décidé de déclencher le 49.3 pour une réforme des retraites. Et puis le dernier message, il sera sur le mouvement qui n'a pas douté, pas flanché, malgré l'offensive Zemmour. Certains ne manqueront pas d'y voir un soutien à celui qui en assure l'intérim depuis 1 an, Jordan Bardella, qui fait face à Louis Alliot pour la présidence du RN, pour prendre la succession de Marine Le Pen, même si cette dernière officiellement a décidé de rester neutre. Merci Loïc Besson en direct d'Agde dans l'Hérault avec Clairvy Guifiès pour BFM TV. Alexis Cuvillier, ce discours donc, qui devrait avoir lieu d'ici une quarantaine de minutes maintenant, quels sont les enjeux qu'il y a derrière ? Pour Marine Le Pen, c'est un discours important parce que c'est celui qui va un peu ouvrir cette rentrée politique pour elle. Vous savez que la faute à l'actualité, les premières étapes de sa reprise, de sa rentrée politique n'ont pas pu se dérouler comme elle l'avait prévu. Elle devait intervenir dans le journal de 20h de nos confrères de TF1 la semaine dernière. Elle avait fait une première sortie dans son fief d'Hénin-Beaumont qui est un petit peu passé sous les radars à cause de l'actualité britannique. Donc évidemment, là, c'est un discours important. Un discours, vous l'avez entendu dans la bouche de Loïc, un discours où elle va essayer de faire passer plusieurs messages, de dire qu'ils sont toujours sur une ligne d'opposition très, très forte, de se positionner par rapport à la NUPES de Jean-Luc Mélenchon, qui a été parfois très présente au début de la session parlementaire, alors même que, fidèle à sa stratégie de dédiabolisation et de notabilisation, le parti de Marine Le Pen pouvait sembler parfois plus en retrait. Ça aussi, c'est un enjeu important. Et puis, il va falloir traverser les prochaines semaines sans difficulté, alors qu'il y a cette compétition interne entre Jordan Bardella et Louis Alliot. Et puis aussi, ce léger embarras autour de la question du 50e anniversaire du parti qui a été fondé par son père Jean-Marie Le Pen en 1972 donc. Christophe, Benjamin, il y a aussi ce slogan qui va être lancé par le RN, l'alternance c'est nous. C'est aussi une façon pour le parti de réaffirmer qu'il est le premier parti d'opposition. Il y a beaucoup d'incertitudes et de zones d'ombre dans le parcours des semaines et des mois à venir pour Marine Le Pen, et ça a très bien été décrit. En revanche, il y a une constante depuis l'irruption de 90 députés à l'Assemblée nationale, c'est la respectabilité. La respectabilité pour montrer qu'on n'est pas comme la NUPES. Ensuite, faire passer dans l'opinion l'idée que les compétences sont là. Ce qui manquait à Marine Le Pen dans ses dernières présidentielles, c'est la capacité à montrer qu'elle avait un gouvernement possible autour d'elle. Avec ce groupe parlementaire, elle veut travailler à montrer qu'il y a une équipe capable de gouverner la France. Et évidemment, dernier étage de la fusée, dans les années ou les mois qui vont précéder 2027, montrer qu'il y a un programme qui peut rassembler au-delà de son camp pour obtenir une vraie majorité au second tour. Benjamin Morel, rapidement. Oui, on a une vision, je dirais, de l'électorat qui apparaît assez statique. Un électorat de droite, un électorat de gauche. En réalité, quand vous interrogez aujourd'hui les gens, vous avez 40% des électeurs qui ne savent pas se situer sur l'échiquier politique. Et il faut voir qu'une grande partie de ces électeurs, se cristallisent dans une majorité opposition-majorité. Soit vous soutenez Emmanuel Macron, soit vous devez vous replier sur un camp qui est celui de l'alternance. En martelant ce slogan, Marine Le Pen explique en réalité à cette grande partie de l'électorat quelle peut être cette alternance possible. Ensuite, je rejoins ce qui a été dit sur la crédibilisation. Mais il y a un danger pour le Rassemblement national. Et c'est sur ce fil qu'aujourd'hui, Marine Le Pen va tenter de marcher. D'un côté, il y a la nécessité de se crédibiliser. Parce qu'à tort ou à raison, c'est un parti qui est vu par une partie de l'électorat comme n'étant pas en capacité de gouverner. D'où cette stratégie de la cravate à l'Assemblée. D'où cette stratégie également de montée en gamme programmatique. Mais c'est également un parti qui charrie une partie du vote contestataire. Souvenez-vous des départementales et des régionales. À l'époque, une partie de l'électorat du Rassemblement national ne vient pas voter parce qu'il considère que ce parti est rentré dans le système. Et donc, il faut à la fois parler à son électorat, qui est un électorat anti-système, tout en montrant à l'électorat qui veut
que ce parti soit capable de gérer le système, qu'il est capable justement de gérer. C'est un peu la quadrature du cercle, et c'est à cette quadrature du cercle qu'elle doit répondre. Et le discours de Marine Le Pen, c'est donc à partir de 14h55 en direct sur BFM TV. On part à Londres à présent, J-1 avant ces funérailles historiques de la reine Elisabeth II. Ce sont les dernières heures pour lui rendre hommage. Les obsèques sont préparées au millimètre près. Clémence Dibou, vous êtes à Westminster Hall pour BFM TV, où il va falloir finir de tout régler d'ici demain. Oui, et pour l'instant, effectivement, on n'a pas encore l'impression qu'il y a une grande cérémonie qui va avoir lieu demain. Tout est encore un petit peu en préparation. Le cercueil de la reine, il est encore pour cette nuit à Westminster Hall. Et ensuite, demain matin, 10h44 très précisément, heure britannique, 11h44 heure française, ce cercueil va être amené pour un trajet très court qui va passer par cette route que vous voyez donc sur les images de Philippine David, pour ensuite prendre ce tournant, quelques dizaines de mètres seulement, et aller jusqu'à l'abbaye de Westminster juste derrière. C'est un tout petit trajet, mais évidemment les enjeux de sécurité sont énormes. Ce sera le début de la cérémonie. C'est tout simplement pour la police la plus grande opération de sécurité à laquelle elle doit faire face. Même le jubilé de la reine, même son couronnement en 53 n'ont pas mobilisé autant de policiers. 20 000 policiers rien que cette semaine à Londres pour sécuriser cet événement. Alors vous le voyez, il y a évidemment des barrières déjà installées tout le long du cortège. Pour le chiffre, 36 km de barrières ont été installées dans Londres. Ça fait beaucoup. Et donc effectivement, il y a beaucoup de monde qui se presse déjà, les trottoirs sont engorgés. Alors comment on fait pour passer de l'autre côté ? Eh bien, en fait, tout est bien organisé par la police londonienne. Tout simplement, il y a toutes les 5-10 minutes une ouverture, ce qu'on appelle un crossing point en anglais, pour laisser passer les personnes de l'autre côté qui veulent traverser la rue. Puis ensuite, on referme les barrières, c'est ce que vous voyez en ce moment. Et ensuite, il faut patienter pour passer d'un trottoir à l'autre. Voilà pourquoi ça s'engorge. Et puis, il y a aussi déjà beaucoup de personnes qui sont déjà prêtes pour demain pour voir le passage du cortège funéraire, des personnes qui se sont installées, qui vont passer la nuit ce soir pour assister effectivement à cette procession funéraire, la dernière de la reine. On attend 200 000 personnes à Londres demain, et les 3 défis majeurs pour la police, c'est d'abord le risque antiterroriste, les mouvements de foule et puis aussi les manifestations. Et là, le chef de l'opération de la police de Londres a promis que la réponse serait proportionnée si jamais il y avait des manifestations ou des pancartes d'hostilité au passage du cercueil de la reine demain. Merci beaucoup Clémence Dibou, en direct de Londres avec Philippine David pour BFM TV. Et justement, on va jeter un coup d'œil à ce programme qui vous attend demain. Vous pourrez le suivre évidemment en direct sur BFM TV. À 7h30, heure française, ce sera la fin de l'exposition du cercueil à Westminster Hall. 11h44, acheminement du cercueil jusqu'à l'abbaye de Westminster. À midi, les funérailles d'État auront lieu. Midi 55, 2 minutes de silence seront observées. Puis le service religieux en fin de journée à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur cette annonce d'Adrien Quatennens ce dimanche. Il annonce sa mise en retrait de son poste de coordinateur de la France Insoumise. Il est visé par une main courante déposée début septembre par son épouse et s'en est suivi quelques minutes après une réaction par tweet de Jean-Luc Mélenchon. Un tweet polémique. Nous y reviendrons dans quelques instants. À tout de suite. On s'en prend une ? Non, c'est bon. Je vais vous prendre un paquet de chewing-gum. Faites les bons choix dès maintenant. Vous vous remercierez plus tard. Tabac, alcool, alimentation, activité physique. En changeant nos comportements, on pourrait éviter près de la moitié des cancers. Laissez chaque détail vous inspirer. Nouveau Kia Sportage, un modèle d'inspiration. Disponible en version hybride, hybride rechargeable, essence et diesel. Kia, movement that inspires. Nouveau Kia Sportage, à partir de 297 € par mois. Portes ouvertes du 16 au 18 septembre. Voilà à quoi je rêve. Voilà, ah oui sans trêve. Voilà à quoi je rêve sans trêve. Galeries Lafayette, le grand magasin de tous. Mais dis donc, t'es plein d'énergie en ce moment. Bourré d'énergie!
Groupe Verlaine m'a installé une centrale photovoltaïque de 3 kg au prix de 7 900 €. Du coup, je produis et je consomme maintenant ma propre électricité. Youhou. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. Ok, alors cette année encore, grand 1, la qualité et les prix bas. On met le paquet sur le pouvoir d'achat pour nos clients. Grand 2, les prix bas et la qualité. Super important ça. Grand 3, la qualité à prix bas. Et blam! T'en fais pas un peu trop là, Manu? Merci. On n'en fait jamais trop pour nos clients. Comme le radiateur Origine à inertie sèche 1000 watts, détecteur de fenêtres ouvertes disponible en 3 puissances, Origine France garantie. En stock à 159 € seulement. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en 2 mots. Nouveau Dacia Jogger à partir de 6 € par jour, soit 180 € par mois, plus 4 ans d'entretien inclus. Et pendant les jours essentiels du 15 au 19 septembre, la nouvelle gamme Dacia est disponible à la commande. Qui peut concurrencer MAF Pro? Moi qui démarre mon entreprise, je préfère MAF Pro. Vos conseillers, au téléphone, en agence ou dans vos locaux. Ça donne confiance. Je préfère la MAF. Certains pensent que le métavers n'est qu'un monde virtuel. Un jour, cet amphi sera créé avec du code. Même si leur présence est virtuelle, ce que ces étudiants apprennent est bien réel. Les chirurgiens pourront s'entraîner autant que nécessaire dans le métavers avant d'opérer de vrais patients. Même s'ils ne sont pas vraiment revenus en 32 avant notre ère, ces étudiants peuvent écouter Marc-Antoine débattre dans la Rome antique. Même si le métavers est virtuel, son impact sera réel. Piscine des Joyaux, fabriquée en France, garantie de 10 ans, 15 500 €, pause comprise. Un prix d'une autre époque. Rendez-vous sur desjoyaux.fr. Ce week-end, Prime Video vous livre le choc OL-PSG en direct et en exclusivité seulement sur Prime Video. Vous êtes artisan, entrepreneur ou vous cherchez un métier d'avenir? Groupe Verlaine accélère son développement et ouvre 500 agences sur toute la France avec un droit d'entrée de 30 000 €. Rejoignez Groupe Verlaine et faites partie de l'élite de la rénovation énergétique. Préinscription sur groupeverlaine.com. Nous savons tous qu'une journée vraiment réussie passe d'abord par une bonne nuit de sommeil. C'est pourquoi chez Emma, depuis notre fameux matelas, nos oreillers ou nos lits, tout est conçu pour réveiller votre vie. Vérifiez par vous-même et profitez de 100 nuits d'essai avec retour gratuit. Commandez vite nos produits sur emma.fr. Emma, réveille votre vie. Nous sommes Monabank et nous mettons les gens avant l'argent. Parce que nous savons que derrière chaque dépense, il y a une vie et des projets. Nous vous offrons jusqu'à 120 € à l'ouverture de votre compte. Monabank, la banque qui met les gens avant l'argent. Citoyens, elle ferait quoi pour vous, la mutuelle de demain? Oui, Extramuros. Bah, elle me permettra de voir des médecins, déjà que je suis pas à côté. Moi? Pas idiot. Moi? Oui, Pénémiope. Demain, je pourrais peut-être pas empêcher mes enfants d'utiliser une tablette, mais j'aimerais au moins qu'ils aient des bonnes lunettes. Oh, excusez-moi, Micros? Oui, Malochicos. Non, c'est super, hein, la mutuelle de demain et tout, mais je la lancerai bien aujourd'hui, moi, en fait. Parce que je fais comment si j'ai besoin d'une nouvelle couronne? Bah oui. Chez Aesio Mutuelle, on anticipe ensemble vos futurs besoins. C'est ça, la mutuelle d'aujourd'hui. Ce n'est pas du cinéma. C'est la nouvelle Dacia Sandero. Design réinventé, équipement 100% utile. Nouvelle Dacia Sandero EcoG à partir de 5 € par jour, soit 150 € par mois, plus 4 ans d'entretien inclus. Et pendant les jours essentiels du 15 au 19 septembre, la nouvelle gamme Dacia est disponible à la commande. Le nettoyage de pro technologique, c'est Numatic. Le nettoyage de pro économique, c'est Numatic. Le nettoyage de pro à la maison, pratique, c'est Numatic. Technologique, économique, pratique, c'est Numatic. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. Votre météo avec le paiement sécurisé CB. CB, la confiance, ça fait toute la différence. Faites le plein d'énergie en regardant la météo avec Groupe Verlaine. Installation de centrales photovoltaïques pour produire gratuitement sa propre électricité.
Une petite fraîcheur s'est donc installée sur le pays, mais dans le même temps, côté ciel, c'est plutôt très agréable, avec souvent un ciel dégagé, comme c'est le cas pour cet après-midi de dimanche. On a encore quelques nuages qui peuvent traîner près des frontières du nord-est. On va retrouver pour cette journée de demain, eh bien, toujours ces mêmes nuages, un petit peu plus nombreux sur les régions du nord, un voile nuageux un petit peu plus dense également sur le sud-ouest, toujours ce Mistral dans la vallée du Rhône, et puis ce plein soleil donc partout ailleurs. Dans le courant de l'après-midi, on va conserver ces très larges éclaircies toujours. Mistral qui devrait se renforcer dans la vallée du Rhône, notamment des rafales jusqu'à 70 km/h. On aura toujours quelques passages nuageux un peu plus nombreux sur les régions du nord, mais l'ambiance restera quand même très agréable. L'ambiance restera également beaucoup plus fraîche que ces derniers jours. C'est vrai que ce rafraîchissement s'est installé dans le courant du week-end. Regardez, demain matin, alors ça pourrait remonter un peu sur les régions du nord, mais on aura seulement 3 degrés du côté d'Aurillac ainsi qu'à Auxerre, 10 à Paris, encore 17 degrés du côté de Nice, et dans le courant de l'après-midi, les températures seront stationnaires, toujours bien contrastées entre le nord et le sud. 18 à Lille, 30 degrés pour Perpignan. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts. 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. C'était votre météo avec le paiement sécurisé CB. CB, la confiance, ça fait toute la différence. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Sortez de la précarité énergétique en isolant votre maison par l'extérieur avec Groupe Verlaine. Groupeverlaine.com. 14h30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'après-midi info. Les titres à la une aujourd'hui. Je me mets en retrait de ma fonction de coordinateur de la France Insoumise suite à la révélation par le Canard enchaîné de la main courante déposée par l'épouse d'Adrien Quatennens. Le coordinateur de LFI se livre sur sa vie de couple en instance de divorce. Dans un long communiqué, et il y évoque 3 épisodes de violence conjugale. Après ce communiqué d'Adrien Quatennens, il y a eu ce tweet polémique de Jean-Luc Mélenchon. Il salue la dignité et le courage d'Adrien Quatennens et cible la malveillance policière et le voyeurisme médiatique, alors que le député La France Insoumise du Nord a reconnu avoir été violent, notamment en giflant sa femme. Actualité politique également dans 25 minutes. Vous pourrez suivre le discours de rentrée de Marine Le Pen à Agde dans l'Hérault où se tiennent les journées parlementaires du Rassemblement national. Ce sera à suivre en direct et en intégralité évidemment sur BFM TV à partir de 14h55. Nous évoquerons les enjeux de cette prise de parole avec nos invités en plateau et notre journaliste Loïc Besson sur place. Je me mets en retrait de ma fonction de coordinateur de la France Insoumise pour protéger le mouvement, ses militants et toutes celles et ceux qui comptent sur moi. Ce sont les mots d'Adrien Quatennens dans un communiqué qu'il a publié ce dimanche. Le député du Nord qui ajoute condamner fermement l'acte de malveillance politique consistant à faire fuiter dans la presse le contenu d'une main courante, en faisant référence à cette main courante qui le vise et déposée par son épouse en pleine procédure de divorce qui a été révélée par le Canard enchaîné. Adrien Quatennens qui a choisi par ailleurs de décrire dans ce texte un contexte conflictuel entre lui et sa femme sur fond de séparation et va même jusqu'à reconnaître dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle avoir donné une gifle à sa femme. Nous en sommes toujours en plateau avec Alexis Cuvillier, Benjamin Morel et Christophe Barbier. Messieurs, cette décision d'Adrien Quatennens, elle était obligatoire, entre guillemets, il n'avait pas le choix face à la pression, notamment politique. C'était le scénario qui semblait le plus probable depuis la révélation de cette main courante qui a été donc déposée par son épouse, alors que le couple, vous l'avez rappelé, traverse une période très difficile. Le couple qui a appelé à plusieurs reprises au respect de sa vie privée, mais bien sûr la révélation des faits embarrassait beaucoup de monde au sein de la NUPES, cette force politique qui rallie la France Insoumise avec les Verts et les écologistes et notamment aussi le Parti socialiste. Une source en off disait que plusieurs cadres du groupe La France Insoumise avaient suggéré cette issue à Adrien Quatennens, cette mise en retrait de son parti politique. Et à ma connaissance, dit cette source, cela n'a pas donné lieu à une résistance de sa part. Donc lui-même devait se préparer depuis plusieurs jours à cette issue. Interrogé tout à l'heure sur l'antenne de nos confrères de LCI, Mathilde Panot, qui dirige ce groupe à l'Assemblée, disait que le temps qui s'était écoulé ces quelques jours, c'était nécessaire, ça avait permis de discuter avec le principal concerné. Elle disait que c'était un sujet évidemment sensible et que ça pouvait pas se régler en quelques jours, tout en saluant aussi le fait que la décision avait été prise selon elle assez rapidement. On verra maintenant la suite, mais c'est certain que pour la carrière politique et les ambitions qui n'étaient pas secrètes d'Adrien Quatennens, de possibilités
possiblement un jour prétendre à la succession de Jean-Luc Mélenchon, cet épisode tombe très mal. Christophe Barbier, au-delà des velléités d'Adrien Quatennens au niveau de la NUPES en elle-même, est-ce que cet épisode, est-ce que cette mise en retrait d'Adrien Quatennens, ça peut fragiliser la cohésion difficile déjà à mettre en place et encore aussi un peu plus dans le détail au sein de la France Insoumise? Oui, bien sûr, parce qu'on sait qu'il y a des divergences de points de vue, qu'il y a parfois des reproches de 2 poids 2 mesures qui sont faits à la France Insoumise, c'est-à-dire extrêmement vindicatifs et exigeants quand ce genre d'affaires touche d'autres camps, la droite ou la majorité présidentielle, et puis beaucoup plus embarrassés quand il s'agit de régler des affaires en leur sein. On le voit là avec les commentaires divers sur le cas Quatennens. On l'a vu dans un tout autre registre avec l'affaire Coquerel avant l'été. Donc c'est un problème politique qui se pose au sein de la France Insoumise. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre en retrait? Qu'est-ce que le parlementaire Quatennens doit faire compte tenu de ce que l'homme d'appareil Quatennens a décidé pour sa position à LFI? Et puis derrière la France Insoumise, il y a la NUPES, où on voit déjà à travers la réaction de Sandrine Rousseau, qui est extrêmement intransigeante, qu'il peut y avoir des différences d'interprétation. Est-ce qu'au sein de la NUPES, on va essayer de mettre en place un code de conduite, ou est-ce qu'on va se critiquer les uns les autres dans ce genre d'affaires en fonction des décisions qui seront prises? Donc on voit bien à quel point ce genre de fait se transforme immédiatement en crise politique. On le voit aussi à travers la communication de Jean-Luc Mélenchon, qui veut bien entendu tout de suite changer d'affaire et accuser ceux qui ont mis sur la place publique cette affaire, en l'occurrence les policiers et les médias. La France Insoumise donne un communiqué à l'instant. Cette décision que nous saluons a été prise en concertation avec les instances du mouvement et sera suivie des dispositions nécessaires à la bonne animation de notre mouvement. Et puis, Benjamin Morel, il y a ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. On va le revoir. Un tweet polémique de Jean-Luc Mélenchon, quelques minutes après cette décision annoncée par Adrien Quatennens aujourd'hui. Les mots employés, il salue notamment, vous allez le voir, le courage et la dignité d'Adrien Quatennens, qui, on le rappelle, aujourd'hui reconnaît avoir été violent envers sa femme, notamment lui donnant une gifle. Oui, on est dans quelque chose qui est assez classique, encore une fois, chez Jean-Luc Mélenchon. Il l'avait fait à plusieurs reprises précédemment. Il s'agit de considérer d'un côté l'humain, de l'autre, comme ça a été bien dit tout à l'heure, de retourner un peu le stigmate en allant chercher une affaire dans l'affaire. Et puis, troisièmement, de reconnaître les faits sans trop les reconnaître, à dessein, de se ménager une marge de manœuvre. Parce que fondamentalement, pour un mouvement politique, ce type d'affaire est extrêmement problématique. C'est problématique, évidemment, du point de vue de la communication, mais c'est également problématique du point de vue de la gestion interne du mouvement. Parce que si jamais vous décidez de congédier trop rapidement vos cadres dès le moment où il y a une affaire, ça veut dire que vous créez une instabilité fondamentale au sein du mouvement. Alors au sein de l'Assemblée nationale, il y a quand même des mesures de protection et vous ne pouvez pas être démissionné comme ça. Il y a une protection constitutionnelle des députés qui fait que de toute façon, sauf si Adrien Quatennens souhaitait démissionner, il ne pourrait pas être contraint, quand même cette affaire aille au bout, à la démission. Mais donc son avenir, entre guillemets, politique peut être préservé dans le cadre de cette Assemblée nationale. Mais en effet, au sein du mouvement, c'est plus problématique. Après, à la grande différence, par exemple, de l'affaire Bouaf ou de l'affaire Coquerel, toutes choses égales par ailleurs, ce n'est pas les mêmes affaires, on a une affaire qui, du point de vue de la communication politique, est plutôt bien gérée. Le communiqué d'Adrien Quatennens qui reconnaît les faits, met fin à cette sorte, a priori, d'épisodes qui auraient pu encore sortir dans la presse. Et deuxièmement, avec le retrait, il n'y a plus réellement, pour les opposants, y compris au sein de la NUPES, d'os à aller chercher. Donc on peut penser qu'à partir de là, le soufflet retombe et que dans quelques mois, si cette affaire ne devait pas aller plus loin, Adrien Quatennens pourrait retrouver des fonctions. Alors, on le disait tout à l'heure, un communiqué a été publié par la France Insoumise qui prend acte et qui reparle de ce retrait des fonctions d'Adrien Quatennens et qui rappelle tout de même son engagement sans faille dans la lutte contre les violences faites aux femmes et qui rappelle l'existence en son sein d'un comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles pour peut-être aussi redorer un peu le blason de LFI, Alexis Cuvillier, d'autant plus que on a vu ce tweet de Sandrine Rousseau qui, elle, était beaucoup plus acerbe sur les révélations d'Adrien Quatennens. Oui, évidemment, c'est souvent le sujet. Il y a déjà eu des précédents depuis le début de l'existence de la NUPES. Les deux épisodes n'ont rien de comparable, mais la réaction de Jean-Luc Mélenchon, ça rappelle un peu ce qui s'était passé sur Taïwan, vous savez, cet été, quand il avait pris un peu tous ses alliés par surprise en ayant un point de vue très particulier et très partial. Là, c'est un petit peu la même chose. Il prend la défense de celui qui est parfois présenté en interne à la France Insoumise comme son dauphin. Il n'a pas de mots à proprement parler pour Céline Quatennens, l'épouse qui a donc déposé cette main courante. Donc bien sûr, il donne des arguments au sein même de la NUPES pour être repris par ceux qui peuvent être parfois ses alliés. Évidemment, la déclaration de Sandrine Rousseau, c'est celle qui est la plus forte, qui dit que Adrien Quatennens doit se mettre en retrait
de tout. Ça veut dire que pas seulement la mise en retrait du mouvement, mais également au niveau de l'Assemblée nationale. Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, peut-être même, qui sait, démissionner de ses mandats. Ce que veut aussi Aurélien Taché, qui sera en direct avec nous tout à l'heure. Absolument. Dans un autre style, il y a aussi Rachid Temal, le sénateur socialiste, qui s'étonne que Jean-Luc Mélenchon ne cite pas, on le disait, Céline Catherine, ce n'est pas un mot pour elle dans sa prise de parole. Au sein de la France insoumise, c'est plus difficile. Certains, peut-être, n'en pensent pas moins sans le révéler officiellement aux médias. Il faut citer cette déclaration d'une conseillère régionale de la France insoumise dans l'ouest de la France qui dit que malgré les réponses de membres de son parti, les faits tels qu'ils ont été rapportés par Adrien Quatennens constituent bien une violence. Merci Alexis, merci Benjamin, merci à Christophe également. On vous retrouve dans un instant. Restez avec nous sur BFM TV puisque à l'heure actuelle, se continuent les discours qui vont précéder celui de Marine Le Pen dans un instant. Louis Alliot qui s'exprime actuellement, prétendant à la présidence du Rassemblement national. C'est le dernier jour des journées parlementaires du Rassemblement national à Agde. Et donc Marine Le Pen qui va s'exprimer aux alentours de 14h55. Ce sera à suivre en direct sur BFM TV. Retrouvez-nous dans quelques minutes. À tout de suite. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime? Mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter. Et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vais vous montrer comment faire un devis. Rien de compliqué. Vous allez sur le site commejaime.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. En quelques minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors rendez-vous sur commejaime.fr. commejaime.fr. Ce week-end, Prime Video vous livre le choc OL-PSG en direct et en exclusivité seulement sur Prime Video. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur à partir de 79 € par mois. Restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. Maud aime prendre soin de son cadre de vie, avec un style à la fois vintage et tendance, à son image. Avec sa véranda verrière Gustave Rideau, Maud profite d'un espace lumineux, un atelier d'artiste au plus près de la nature. Gustave Rideau, l'espace en plus qu'il vous faut. Gustave Rideau vous fait profiter d'offres complètement barrées. À la Caisse d'épargne, on sait que 29% des jeunes actifs vivent encore chez leurs parents. 29% qui doivent supporter leur manie. Et leur humour. 29% à qui la Caisse d'épargne propose des solutions avantageuses pour prendre leur indépendance. Caisse d'épargne, vous être utile. Mais dis donc, t'es plein d'énergie en ce moment. Bourré d'énergie! Groupe Verlaine m'a installé une centrale photovoltaïque de 3 kg au prix de 7 900 €. Du coup, je produis et je consomme maintenant ma propre électricité. Youhou! Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. Pourquoi attendre demain un monde plus responsable quand on peut agir dès aujourd'hui? En 2 ans, 41 000 voitures assurées Maïf ont été réparées avec des pièces recyclées. Choisir Maïf, c'est choisir une assurance auto plus responsable. Maïf, assureur militant. Médical. C'est ça la magie du reconditionnement par Aramis Auto. Et le plus beau dans tout ça, c'est le prix, qui restera toujours d'occasion. Retrouvez des voitures reconditionnées par des experts et jusqu'à moins 40% sur aramisauto.com. Qu'est-ce que tu crois, chérie? Qu'un génie va apparaître pour nous aider à vendre la maison? Arthurimo.com. Il a dit arthurimo.com, là. Et pourquoi Arthurimo.com? Agent et expert immobilier, double compétence. Évaluez le prix de votre bien sur arthurimo.com.
14h43, merci beaucoup d'être avec nous sur BFM TV. L'actualité cet après-midi, c'est ce discours de rentrée de Marine Le Pen au Cap d'Agde dans l'Hérault. Ça se passe dans quelques instants. En ce moment même, vous le voyez, c'est Louis Alliot, l'un des prétendants à la présidence du parti, qui vient de terminer son discours. Vous le voyez, on le rappelle qu'il est opposé à Jordan Bardella. Et donc, à 14h55 en principe, Marine Le Pen va prendre la parole. Loïc Besson, vous êtes sur place. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce discours de Marine Le Pen, Loïc ? Nous sommes l'alternance pour la France. Voilà le nouveau slogan que va lancer Marine Le Pen dans son discours d'une trentaine de minutes. Discours à la tonalité optimiste, car contrairement à ce que disent certains, le pays n'est pas mort. Voilà ce qu'elle devrait dire. Discours développé en 3 points. D'abord, pour tirer les leçons des dernières séquences électorales. Grâce au vote, le gouvernement n'a pas de majorité absolue et cette faille, elle n'a vocation qu'à s'élargir, va insister Marine Le Pen. Les Français ont pris conscience qu'on peut le battre, estime-t-elle encore, en se projetant vers 2027. Ce grand groupe de députés, je cite, c'est ce qui nous manquait, ces visages dans lesquels les Français peuvent se projeter pour gouverner. Et ça change tout, dit-elle en privé. Marine Le Pen qui tapera bien sûr aussi sur la politique du gouvernement. D'abord en matière d'immigration, ça ne s'invente pas. On est dans le Sud, en matière de sécurité et puis aussi en matière d'énergie. C'est l'actualité bien sûr du quotidien. Tout nous donne raison, dit-elle, avec la menace d'une motion de censure, y compris si elle était votée avec la gauche. Et ce, si le gouvernement décidé de déclencher le 49.3 pour une réforme des retraites. Enfin, le dernier message, il sera sur le mouvement qui n'a pas douté, pas flanché, malgré l'offensive Zemmour pendant la présidentielle. Certains ne manqueront pas d'y voir un soutien à celui qui en assure l'intérim depuis 1 an, celui qui est actuellement en train de s'exprimer sur scène, Jordan Bardella, qui fait face, donc vous l'avez dit, à Louis Alliot pour la présidence du RN, même si là-dedans, officiellement, Marine Le Pen a décidé de rester neutre. Merci Loïc Besson au Cap d'Agde avec Claire-Vie Gouifès pour BFM TV. On vous retrouve dans quelques instants. On vous rappelle 14h55, prise de parole de Marine Le Pen. Alexis Cuvillier, vous êtes toujours avec nous. On en parle justement pour savoir un peu on a entendu les pistes de ce que pourrait recouvrir ce discours. Quel va être l'enjeu maintenant pour le parti, le Rassemblement national, avec notamment ce contexte de prochaine élection d'un nouveau président ? Oui, le Rassemblement national doit réussir sa rentrée, ça c'est une certitude, puisque le parti est sorti renforcé des législatives. On s'attendait à ce que ce soit la NUPES qui soit la grande victorieuse de ces élections législatives. Et puis finalement, le parti de Marine Le Pen a montré un peu à la surprise générale qu'il pouvait faire élire beaucoup de députés avec ce groupe très important, un peu moins de 90 élus à l'Assemblée nationale. Un groupe qui va devoir s'opposer assez frontalement à la politique du gouvernement et à la politique de la majorité à l'Assemblée lorsque la session parlementaire aura repris le 3 octobre. Même si vous le rappeliez à ce moment-là, il va y avoir au sein du mouvement une élection interne. Donc ça sera aussi important que cette élection interne ne divise pas trop au sein des troupes de Marine Le Pen, ne divise les partisans de Louis Alliot, a priori moins nombreux par rapport à ceux de Jordan Bardella qui assure déjà l'intérim à la présidence du parti depuis la campagne de Marine Le Pen à la dernière présidentielle, avec aussi cette question sur le symbole des 50 ans du parti, question qui embarrasse certains puisque ça raccroche le parti de Marine Le Pen, parti qu'elle veut complètement dédiaboliser, un peu coupé de l'histoire évidemment troublée des débuts du parti qui avait été fondé par son père. Christophe Barbier, on voit que ce duel, alors qu'on voit Louis Alliot en train de s'exprimer, entre Louis Alliot et Jordan Bardella pour la présidence du parti, on a envie de le mettre en lumière du côté du Rassemblement national. Oui, parce que ça donne l'impression d'un fonctionnement démocratique et non plus dynastique. Pour la première fois, le parti va être dirigé par quelqu'un qui n'a pas le nom de Le Pen. Ça donne l'impression d'une sorte de jeu équilibré où chacun peut voter pour celui qui aura sa préférence. Maintenant, c'est au cœur de l'enjeu majeur pour Marine Le Pen, purger le passé sans hypothéquer l'avenir. Le passé, c'est bien entendu Jean-Marie Le Pen, ses 50 ans qui vont être fêtés dans la plus grande discrétion et même pas fêtés du tout. Non. Tourner le dos, mais sans perdre les électeurs les plus âgés qui ont été des fans de Jean-Marie Le Pen. Et de la même manière, purger le passé, c'est purger ces 10-15 années de tâtonnement entre la victoire de Jean-Marie Le Pen, être au second tour de la présidentielle, et la victoire attendue de Marine Le Pen en 2027. Il y a eu des flottements. Elle a buté sur plusieurs échecs. Sa propre incapacité lors du deuxième tour de 2017, avec un débat télé raté, et l'incapacité du mouvement à apparaître crédible aux yeux des Français. Il faut purger ça en donnant l'impression qu'on ouvre une ère nouvelle avec des idées,
des ministres capables de porter ses idées dans un programme si les électeurs choisissaient de voter Marine Le Pen en majorité en 2027, et une présidente capable de tenir le manche de l'avion France, alors qu'en 2017, elle avait donné l'impression du contraire. Ce sont beaucoup de défis qui sont devant Marine Le Pen pour les années qui viennent. Benjamin Morel, ça veut dire qu'après l'opération de dédiabolisation, maintenant, il va falloir aussi crédibiliser le parti. C'est l'opération crédibilisation, en effet. Et le fait d'avoir un groupe parlementaire qui permet de faire monter de nouvelles têtes, le fait également d'avoir 300 collaborateurs et assistants parlementaires, ça permet une montée en gamme. Hein. Ça permet d'avoir des financements et ça permet d'avoir des mains qui, évidemment, rédigent, pensent et élabore des programmes. Donc tout ça contribue à une forme de montée en gamme au-delà de la cravate. Et malgré tout ça, il peut y avoir un problème pour le Rassemblement national. C'est-à-dire que nos institutions sont pensées sur le mode de l'alternance. Si vous voulez incarner l'alternance dans un système très bipolaire où on voit qui campe la majorité et où on se demande demain qui campe l'opposition, eh bien, il faut incarner l'alternative. Pour incarner l'alternative, il faut apparaître comme étant l'exact négatif et surtout le négatif le plus audible de la majorité. Prenez une enquête qui est parue pour vos confrères de Sud Radio, une enquête IFOP il y a 2 semaines, qui montrait qu'en la matière, l'AFI avait doublé le Rassemblement national. Donc il y a aujourd'hui, pour le Rassemblement national, un enjeu qui est un jeu de mise en valeur justement de sa posture d'opposition. Articuler la crédibilisation, qui implique du coup d'avoir un discours relativement policé et en même temps la nécessité d'aller chercher notamment une partie de l'électorat anti-système qui ne vote pas gauche-droite, etc., qui vote d'abord et avant tout contre Emmanuel Macron. C'est aujourd'hui le grand défi du Rassemblement national. Souvenez-vous des départementales et des régionales. C'est un électorat qui ne s'est pas déplacé pour le Rassemblement national alors qu'il était a priori le plus proche de ce parti politique. Et c'est un électorat qui a fait que le Rassemblement national, que l'on voyait prendre, selon les sondages, plusieurs régions, n'en a finalement hérité d'aucune. On voit ces images en direct. C'est Jordan Bardella qui vient de s'approcher à la tribune donc pour commencer son discours. L'autre candidat à la présidence du parti, donc face à Louis Alliot. Un mot, Alexis Cuvillier, aussi sur l'avenir pour Marine Le Pen. On se pose la question pour 2027 parce que dans une interview à Ouest France de vendredi, elle a une nouvelle fois laissé entendre qu'elle ne souhaitait pas forcément se présenter en 2027. Il faudrait vraiment des circonstances exceptionnelles pour que je reparte pour une 4e présidentielle. Elle continue à souffler le chaud et le froid. Elle souffle le chaud et le froid. Ça fait assez peu de mystère pour certains qui connaissent bien le parti, certains observateurs, certains qui sont en interne, qu'elle y retournera le moment venu. Et en même temps, c'est vrai qu'elle a déjà derrière elle 3 campagnes présidentielles. 3 campagnes présidentielles qui se sont soldées à chaque fois par des échecs, même si elle progresse, si je puis dire, à chaque élection avec le score élevé qu'elle a réalisé au second tour cette année. Vous vous en souvenez, c'était un argument pour Éric Zemmour qui pointait beaucoup le nom Le Pen associé à des défaites dans le passé, puisqu'évidemment les défaites aux défaites de la fille, c'était avant les défaites également du père Jean-Marie Le Pen, même s'il y avait eu là aussi ce succès symbolique très fort avec cette qualification au second tour en 2002. On verra bien sûr la suite. Ce qui est important pour Marine Le Pen, c'est qu'avec cette nouvelle position de présidente du groupe à l'Assemblée, elle est là où ça se passe et en même temps, elle n'est pas à la tête du parti, c'est-à-dire qu'elle peut être un petit peu désengagée des difficultés éventuelles que pourrait rencontrer le parti dans les prochains mois, les prochaines années. Souvent, c'est une bonne stratégie pour des dirigeants politiques qui ont des ambitions pour les prochaines années. Et Christophe Barbier, le slogan qui va être révélé, on le rappelle, du RN, c'est « L'alternance, c'est nous ». Est-ce que l'affaire dont on a parlé il y a quelques instants concernant Adrien Quatennens sont communiquées aujourd'hui, tout ça, est-ce que ça peut aussi favoriser justement cette image que le Rassemblement national veut se donner aujourd'hui de premier parti d'opposition ? Tout ce qui donne l'impression que dans les autres oppositions, notamment la NUPES, on ne fait pas ce qu'on dit, on est dans la pagaille, on est dans les contradictions, dans les antagonismes internes, ça sert le Rassemblement national. Mais attention, il reste presque 5 ans, il y en aura des affaires et des incidents du côté aussi du RN. Et des zizanies, il peut y en avoir même sans affaires. Bardella et Alliot sont d'accord sur une chose. C'est Marine Le Pen qui doit être candidate à la présidentielle en 2027. Et malgré ses hésitations personnelles, qui sont tactiques, elle n'aura que 59 ans à ce moment-là. C'est à peu près l'âge qu'avait Hollande en 2012. C'est à peine plus âgé que Sarkozy ou que Giscard à son 2e mandat. C'est beaucoup plus jeune que Mitterrand ou De Gaulle ou d'autres. Donc, elle est tout à fait dans la course. Par ailleurs, aucun
aucun des autres camps n'a de présidentiable. Macron ne peut pas se représenter. Les LR ont choisi de se donner un président de parti qui ne sera pas un présidentiable pour le 2027. Idem chez les socialistes ou les Verts, on n'a pas de présidentiable d'évidence. Donc vous voyez que de ce côté-là, le Rassemblement national a un avantage dans la préparation. Alors ça ne fait qu'un tout petit bout du chemin, mais c'est sûr que ça leur fait un automne plus homogène, plus clair que la NUPES en face. D'autant que ni Bardella ni Alliot n'est présent au groupe parlementaire. Donc le groupe parlementaire, cette forge à crédibilité, cette impression qu'il y a un shadow cabinet, comme disent les Britanniques, un gouvernement de remplacement qui est en préparation, en stage de 5 ans, c'est Marine Le Pen qui l'a à sa main. Elle est la patronne incontestée de ce groupe parlementaire. Or, on le sait, dans les 4 ans qui viennent, c'est là que va se jouer beaucoup de la vie politique. Et s'il devait y avoir une dissolution, ce qui est un mode d'accession au pouvoir, incarner l'alternance, incarner la crédibilité, ça oblige à être prêt très vite, tout de suite, avec une équipe et un programme. En 97, Lionel Jospin, qui 2 ans avant était présidentiable, avait échoué de peu et avait rassemblé une équipe et rédigé un programme, a pu déclencher immédiatement une opération législative et il l'a emporté. Marine Le Pen va jouer aussi là-dessus, si d'aventure, dans les 18 mois qui viennent, il y avait dissolution. Si vous nous rejoignez sur BFM TV, vous voyez ces images en direct. C'est Jordan Bardella qui est en train de s'exprimer à la tribune au Cap d'Agde lors de ces journées parlementaires du RN, donc dans l'Hérault. Et dans quelques instants, c'est Marine Le Pen qui va prendre la parole. Ce sera à suivre en direct sur BFM TV. Benjamin Morel, est-ce que l'objectif du Rassemblement national, c'est pas aussi finalement de se professionnaliser ? C'est de se professionnaliser. Encore une fois, une grande partie de l'électorat aujourd'hui qui pourrait être tenté par un vote Rassemblement national a peur en réalité surtout de ne pas voir ce parti en capacité de gérer le pays. Si vous prenez aujourd'hui les enquêtes, on dit beaucoup les Français sont très très à droite. En réalité, une grande partie de l'opinion est totalement désaffiliée politiquement. Environ 40% des électeurs ont du mal à se situer sur cette échelle gauche-droite. Sur les sujets identitaires et sur les sujets migratoires, on a une opinion qui en effet est relativement à droite aujourd'hui. En revanche, sur les sujets économique. Prenez par exemple une enquête IFOP pour l'humanité de mai 2021. 78% des Français sont pour le retour de l'ISF. 81% sont pour la taxation des dividendes. Donc le logiciel du Rassemblement national, qui est plutôt, on va dire, pour faire très très simple, à gauche, en tout cas très interventionniste sur les sujets économiques, et en même temps très à droite sur les sujets identitaires, immigration, etc., est un logiciel qui peut brasser relativement large. Et si justement ce logiciel demain apparaît comme étant en capacité d'apporter une majorité pouvant gérer le pays, ça peut débloquer une partie de l'électorat qui aujourd'hui serait en difficulté. L'enjeu pour le Rassemblement national aujourd'hui est là, surtout en pleine période de crise économique. Après, vous avez, qui plus est, un autre élément, je rejoins ce qui a été dit, qui structure l'électorat. C'est en réalité les personnalités. Aujourd'hui, une grande partie de l'opinion, encore une fois, ne s'identifie pas forcément à des courants politiques, mais s'identifie à des personnalités politiques. Vous avez 3 personnalités politiques qui aujourd'hui, structurellement, sont reconnues par l'opinion et sont perçues. Il faut voir que pour construire une personnalité politique au-delà du petit monde des gens qui suivent la politique, ça prend beaucoup de temps. Et qu'aujourd'hui, avec la pluralité des médias, avec la difficulté qui plus est, au vu de l'accélération de l'actualité politique, de construire des carrières visibles d'un point de vue politique, les nouvelles personnalités politiques ont beaucoup de mal à percer, à se faire connaître. Et les 3 personnes qui aujourd'hui sont identifiables dans l'opinion, c'est Emmanuel Macron, qui, comme ça a été dit, ne pourra pas se représenter, Jean-Luc Mélenchon, qui évidemment est dans une situation de fragilité et n'est pas certain de pouvoir se représenter, et de l'autre côté, pour des raisons d'âge, tout simplement, et de l'autre côté, Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, pour le coup, aujourd'hui, apparaît comme étant celle qui incarne et structure le mieux son camp politique, d'où évidemment cet avantage qui est un avantage structurel et certain. Alexis Cuvillier, alors que Marine Le Pen probablement va bientôt prendre place sur l'estrade, on a vu que Jordan Bardella venait de finir son discours lui aussi après Louis Alliot. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette rentrée politique du RN, avec ce jalon de la prochaine désignation du nouveau président du RN, on est en train d'entamer un nouveau chapitre du parti avec ce slogan aussi qui va être dévoilé? Oui, il y a de toute façon, là on vient de le redire, il y a beaucoup d'enjeux et c'est vrai que avec la nouvelle force parlementaire qui est constituée par le Rassemblement national, les choses sont
par définition très différentes. C'est la première fois que le Rassemblement national dispose d'un groupe aussi important. Il y avait eu bien sûr l'épisode de l'arrivée du Front national à l'époque au moment de la proportionnelle en 1986-1988 qui était déjà une période importante, mais là on est évidemment dans quelque chose de très différent, dans une nouvelle étape. Sur le papier, il y a des choses qui vont plutôt dans le sens du Rassemblement national. Il y a au sein de la NUPES, on a pu l'évoquer, toutes ces difficultés qu'auront les différentes composantes de cette alliance à cohabiter, les écologistes, la France insoumise, les socialistes. Il y a de l'autre côté la position très difficile des Républicains qui sont dans un soutien de circonstance à la majorité au gouvernement, mais qui chercheront toujours tout de même à garder leur identité d'opposants, qui est une donnée vitale s'ils veulent prétendre à revenir au pouvoir en 2027. Quand on parlait des présidentiables, on sait qu'il y a à droite Laurent Wauquiez qui se prépare, même s'il se ménage beaucoup. Donc c'est vrai que dans cette équation, le Rassemblement national, avec son opposition assumée, le fait qu'ils sont seuls à bord et qu'ils n'ont pas à cohabiter avec des alliés difficiles à gérer, ils ont des atouts. Même si, encore une fois, il peut se passer énormément de choses, évidemment, ces prochains mois, ces prochaines années, beaucoup d'aléas que l'on ne maîtrise pas, et puis des difficultés peut-être aussi qui pourraient suivre cette élection interne. Est-ce que, si c'est Jordan Bardella d'Aventure qui est bien élu, est-ce que tout le parti sera bien réuni? Est-ce qu'ils arriveront à aller retrouver certaines personnes qui sont parties chez Reconquête et chez Éric Zemmour? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Dans cette professionnalisation, il y a une donnée importante à prendre en compte qui n'est pas très visible parce que tout le monde se tait sur ce sujet-là, c'est l'argent. Et grâce à leur bon score au premier tour des législatives, le RN va empocher à partir du printemps prochain un financement public assez important. On dit que ça pourrait approcher les 10 millions d'euros, mais il y a quand même encore une dette très lourde à rembourser et un trou. D'ailleurs, le Rassemblement national a relancé un grand emprunt interne pour essayer de faire la jointure de trésorerie. Mais ça va beaucoup jouer parce que l'argent, ça permet d'être plus présent dans les campagnes électorales intermédiaires où le Rassemblement national a pris des coups et subi des échecs au municipal de 2020 et au régional de 2021, et bien entendu de préparer en puissance l'échéance de 2027, et s'il y avait des législatives anticipées, de démarrer très rapidement une campagne rapide et efficace. Oui, il y aura aussi des conséquences à cette élection, parce que selon que c'est Jordan Bardella ou Louis Alliot, le comportement dans le parti, la réforme du parti ne sera pas la même, et ça ne se fera peut-être pas dans la plus grande tranquillité. On ne parle plus du tout maintenant de la concurrence, de Marion ex-Le Pen, maréchal, et de ce que Éric Zemmour représente, mais ça n'est pas fini non plus dans l'opinion. C'est un courant de droite identitaire, très radical, très intellectuel, qui aura aussi son mot à dire dans les échéances futures, notamment aux européennes, où Zemmour compte bien se mettre dans l'héritage de la lignée Philippe de Villiers 1994, un très bon score, et Pasqua Villiers quelques années plus tard, passant devant Nicolas Sarkozy, qui avait pris le relais de Philippe Séguin aux européennes suivantes. Et donc ça va être un moment de bataille important, parce que si le RN veut s'adoucir du côté européen pour rassurer un électorat de droite, d'entrepreneurs, de rentiers, de retraités, qui aiment bien l'Europe, il risque d'envoyer vers une liste souverainiste radicale des bataillons d'électeurs anti-système. Justement, Benjamin Morel, sur ce oui, duel. Non, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire, prenez le moment où Marine Le Pen dit « nous ne sortirons pas de Schengen ». Au même moment, vous avez une enquête Cevipof qui montre que 74% des Français sont pour que les frontières soient contrôlées au niveau national et pas au niveau européen. Et donc, notamment dans les catégories populaires, là où vous avez en fait les bases électorales qui potentiellement peuvent être tentées par le vote Zemmour, mais également surtout par l'abstention, eh bien, vous risquez d'avoir un jeu de porte-à-faux avec aujourd'hui la position qui est celle du Rassemblement national. Et c'est là, grosso modo, que la quadrature du cercle s'installe. D'un côté, la crédibilisation implique de reprendre des éléments, notamment sur les sujets économiques et sur les sujets européens, qui sont des éléments classiques de la droite républicaine LR, et de l'autre côté, la nécessité d'aller chercher une grande partie de cet électorat RN, qui est un électorat fondamentalement tenté par l'abstention, implique d'avoir un discours qui ménage malgré tout une forme de radicalité. Donc tenir ces deux bouts, aujourd'hui, pour le Rassemblement national, est une vraie difficulté. Et on va voir en quoi l'évolution du programme politique peut s'accommoder d'une rhétorique qui est encore une rhétorique anti-système. On voit toujours donc Jordan Bardella qui est en train de s'exprimer et on attend d'ici quelques minutes maintenant le discours de Marine Le Pen à suivre en direct sur BFM TV depuis le Cap d'Agde dans l'Hérault. Un discours, Alexis Cuvillier, on va évidemment analyser chaque mot qui va être prononcé par Marine Le Pen. On peut s'attendre à un discours offensif.
Oui, c'est un peu l'intérêt pour Marine Le Pen, c'est de remobiliser bien tout le monde dans l'objectif qui reste celui de s'opposer massivement et n'accorder aucune concession au gouvernement et à la majorité. Vous vous souvenez de la position du Rassemblement national cet été? C'était une position un peu différente de celle de la NUPES. Ils sont parfois venus en soutien de certaines mesures qui étaient proposées sur le pouvoir d'achat notamment, alors que la NUPES, estimant que les mesures n'allaient pas loin, s'opposer à tout va. Ça rentrait bien dans cette stratégie de dédiabolisation, de notabilisation du parti de Marine Le Pen. On a beaucoup glosé, bien sûr, sur les députés en cravate par rapport aux députés débraillés. Donc ça, c'était un point important dans la stratégie de Marine Le Pen. Stratégie qui s'est accompagnée aussi d'une certaine réserve pendant l'été, notamment lors de cette session parlementaire qu'on a ici beaucoup commentée, puisque c'était un moment politique important, alors qu'on entendait beaucoup la France Insoumise, qu'on entendait beaucoup la NUPES. Le Rassemblement national était un peu en retrait, ne surcommentait pas tout ce qui se passait à l'Assemblée. La rentrée de Marine Le Pen a été un peu perturbée par l'actualité britannique. Elle devait faire un journal de 20 heures la semaine dernière. Elle a pu tenir un discours à Hénin-Beaumont, mais qui a un petit peu passé sous les radars, un discours qu'elle tient traditionnellement les autres années. Donc là, évidemment, le discours d'aujourd'hui, il est important. C'est un discours de mobilisation pour montrer qu'elle est toujours là et pour préparer, bien sûr, l'activisme de son groupe au Parlement lorsque la session parlementaire reprendra le 3 octobre. Benjamin Morel, on le disait tout à l'heure, Loïc Besson nous disait que l'un des 3 axes qui pourrait être abordé dans ce discours tout à l'heure de Marine Le Pen, ça serait de taper évidemment sur la politique du gouvernement. On sait qu'il y a cette réforme des retraites qui est très attendue au tournant, avec la manière dont elle va être votée. On imagine que le Rassemblement national, comme toutes les oppositions, mais encore plus le Rassemblement national, attend d'en savoir plus là-dessus et de réagir. Oui, bien sûr, parce que c'est un identifiant extrêmement fort pour son électorat. C'est-à-dire que si la contestation vis-à-vis de la réforme des retraites est laissée à la nupe, une partie de l'électorat populaire qui se cristallise contre cette réforme peut avoir le sentiment que le Rassemblement national n'est pas le mouvement qui porte le mieux sa voix. Donc là, il y a en effet la nécessité pour le Rassemblement national, qui plus est ne peut pas compter sur des grandes mobilisations syndicales, etc., comme la gauche, d'être extrêmement audible, y compris en étant éventuellement en tête de la bataille sur une motion de censure, etc., qui pourrait être votée relativement largement, même si toute la difficulté pour le Rassemblement national, c'est que si lui-même dépose une motion de censure, il est assez peu probable qu'il réunisse plus largement les 289 députés qui la feraient adopter, ou au moins une minorité suffisante pour que ça ressemble à quelque chose. Donc là, il y a un enjeu qui est un enjeu de visibilité. Ensuite, il y a un autre enjeu dans ce discours qui, je crois, doit quand même être bien vu. Lorsque vous faites une rentrée, lorsque vous faites un tel congrès, vous vous adressez également à votre base militante. Et cette base militante, aujourd'hui, le Rassemblement national a tout intérêt à la couver pour 2 raisons. D'abord parce que les prochaines élections sont loin. Ce sont les élections européennes. Alors, il y a les sénatoriales entre-temps, mais ça ne touche pas vraiment le parti. Les élections européennes sont relativement loin. Elles ne sont pas très emballantes pour les militants. Elles ne sont pas vraiment mobilisatrices. Les vraies élections, ensuite, seront beaucoup plus tardivement. Or, il faut occuper ces militants entre-temps. Et ces militants, ce sont les futurs cadres de demain. On voit que le Rassemblement national, parlait de LREM hier, mais tente également de se structurer de manière beaucoup plus classique, comme un parti classique, avec une école des cadres, avec une volonté de monter en gamme, non seulement de son groupe parlementaire, mais également de sa base militante et de sa structure. Et donc, aujourd'hui, il y a un réel enjeu de construction et de solidification de ce parti politique. Et à travers cette élection, à travers également cette volonté de monter en gamme, c'est ça qui est en jeu également aujourd'hui. On voit toujours Jordan Bardella qui est en train de s'exprimer. Il s'est dit à l'instant prêt à devenir donc le nouveau président du Rassemblement national. Et dans quelques instants, il va passer la parole à Marine Le Pen qui a été ovationnée il y a quelques minutes. Ce sera suivi bien sûr en direct sur BFM TV. Christophe Barbier, Benjamin Morel parlaient de la base militante. Qu'est-ce que pense la base militante aujourd'hui de Marine Le Pen, de son action et de l'avenir du parti? D'abord qu'elle a complètement réparé l'accident industriel de 2017. À l'issue de ce débat catastrophique d'entre les 2 tours, pas grand monde
monde aurait parié sa chemise sur l'avenir de Marine Le Pen. Or, il se trouve qu'elle a réussi à vaincre les dissensions internes, l'aventure de Florian Philippot en dissidence a tourné court, vaincre la concurrence externe avec la rumeur Marion Maréchal Le Pen, puis l'aventure Zemmour, et enfin, elle a réussi à faire sauter un certain plafond de verre. Dépasser un tiers des électeurs au second tour de la présidentielle, c'est évidemment loin de 51%, mais ce n'est plus le rejet franc et massif qu'avait subi son père au deuxième tour de 2002 avec moins de 20%. Et puis l'autre plafond de verre qui a sauté, ce sont aux législatives les endroits où un député ou une députée RN ont été élus en montrant qu'il n'y avait plus de front républicain. Alors on a beaucoup glosé au moment des législatives sur l'effet NUPES parce que cette alliance électorale était très spectaculaire avec la phrase de Mélenchon prononcée sur BFM TV « Élisez-moi Premier ministre » et ça a trop masqué le véritable phénomène électoral de ces législatives, c'est l'irruption contre tout front républicain de plusieurs dizaines, et sans proportionnel, de plusieurs dizaines de députés RN. C'est ça, c'est cet événement-là qui permet aujourd'hui à Marine Le Pen de spéculer sur une crédibilité d'alternance, une visibilité et une professionnalisation. L'acte fondateur du nouveau RN, c'est pas l'élection Bardella-Alliot, c'est pas tourner la page de 50 ans là dans quelques semaines, c'est cette élection des législatives. On verra ce qu'elle peut en faire, mais c'est ça véritablement la base. Donc les militants, à ce moment-là, se sont dit, bah oui, tiens, pourquoi pas arriver au pouvoir? Faut de la respectabilité, faut de la visibilité, faut de la crédibilité et il faudra à un moment donné de la légitimité. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, 51% de Français se diront « Je suis pas d'accord avec tout le programme, j'ai longtemps combattu ces idées, mais c'est son tour, elle est légitime ». C'est ce qui a permis les grandes alternances dans notre pays. Cet ultime plafond de verre qui est moins éthique qu'avant, qui est plus idéologique désormais, plus programmatique, c'est le travail de Marine Le Pen pour les années qui viennent. L'actualité lui donnera des occasions de montrer sa différence. Encore faut-il qu'elle résonne aussi pour dépasser son propre camp, c'est-à-dire dans une logique d'alliance. Qu'est-ce qui fait qu'au soir du premier tour en 2027, d'autres leaders politiques battus diraient « je me rallie à sa candidature ». Pour l'instant, il n'y a jamais eu personne, sauf Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce qu'en 2027, elle est capable d'incarner une alliance des droites, comme on l'a vu en Suède il y a quelques semaines, dans le cadre de législatives, et comme on le verra peut-être, législative aussi en Italie la semaine prochaine. On reprend la direction d'Agde dans l'Hérault puisque Jordan Bardella vient de finir son discours à son tour après Louis Alliot et c'est désormais donc après cette ovation d'entrée sur scène, eh bien Marine Le Pen qui elle-même va prendre place au pupitre pour prononcer ce discours de rentrée du Rassemblement national et qui va lancer ce nouveau slogan « L'alternance, c'est nous ». Marine Le Pen qui prend place, qui profite des hurrahs, des vivas de la foule avant de s'adresser donc à ses militants.